Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le podcast d'Éco pour tous, consacré à la question des mesures du bien-être au-delà du produit intérieur brut. Notre invité, Stéphane Zuber, professeur à Paris School of Economics, directeur de recherche au CNRS et affilié au Centre d'économie de la Sorbonne. Ses principaux thèmes de recherche portent sur la théorie économique, la théorie du bien-être et l'économie de l'environnement. Il s'intéresse notamment aux questions d'équité intergénérationnelle dans l'évaluation des politiques économiques en lien avec la question du changement climatique. Stéphane, bonjour. Bonjour. Le changement climatique impacte les générations actuelles mais aussi futures en termes d'accès aux ressources, de santé et également de bien-être. Pourriez-vous nous en dire plus? En effet, le changement climatique a des effets très divers qui affectent plusieurs facettes de nos vies, comme celle des générations futures. En termes de ressources, une des questions qui est particulièrement importante et mise en avant, c'est celle des énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon. Ces ressources, on va être obligé de les utiliser seulement partiellement pour éviter le changement climatique. Ne pas utiliser par exemple 60% du pétrole ou 90% du charbon restant pour ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré par exemple, selon ce que nous disent les scientifiques. Donc ça pose la question de la répartition de ces ressources entre les générations. Et le dernier rapport de l'IPCC, le GIEC, qui est chargé en fait de faire l'état du consensus scientifique sur la question, met en avant les effets sur le changement climatique sur tout un tas de ressources. Donc il y a ces ressources fossiles, bien évidemment, mais d'autres ressources, notamment la ressource en eau, qui pourraient se raréfier avec les changements climatiques. Pour la santé, plusieurs travaux récents ont cherché à estimer l'effet du changement climatique, notamment sur la mortalité. On s'aperçoit que l'augmentation des vagues de chaleur augmentera la mortalité des personnes les plus âgées et peut-être aussi des personnes les plus jeunes dans de nombreuses régions du monde. Et pour les générations actuelles, il y a aussi des effets sur la santé. Il existe notamment ce qu'on appelle les co-bénéfices santé des politiques climatiques. Ça veut dire qu'en émettant moins, donc en faisant de la politique climatique, on peut aussi contribuer à réduire la mortalité aujourd'hui, notamment la mortalité liée aux pollutions. Ces effets, comme bien d'autres, ont des implications sur le bien-être des individus. Il faut, je pense, penser ce bien-être comme étant multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il implique plusieurs aspects de nos vies. Il implique bien sûr le niveau de vie des générations actuelles et futures, mais aussi leur santé, leur éducation, la qualité des relations sociales et la possibilité de jouir d'un environnement sain et beau. On a un certain nombre d'outils pour prendre en compte ce bien-être multidimensionnel, comme l'indice de développement humain, et on peut essayer de chercher à les capter ensemble. Beaucoup de ces aspects sont affectés négativement en fait, par le changement climatique, mais il se trouve que mettre en place les politiques climatiques peut également avoir des effets négatifs sur un certain nombre d'entre eux. Comment expliquer la notion d'équité entre les générations qui est au cœur de vos travaux en lien avec la question du changement climatique? Les approches économiques s'intéressent en général en premier lieu à la question de la distribution juste des biens et des ressources, au sens large entre les générations. Donc ça s'incarne dans la question suivante: quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour réduire des dommages ou des effets négatifs demain? Si on diminue nos émissions aujourd'hui, ça a un coût pour nous, mais ça permet des bénéfices futurs. La question de la juste distribution des efforts entre les générations, ou de l'équilibre des gains et des pertes entre les générations, c'est vraiment ce qui est au cœur de cette notion d'équité entre générations, et qui se traduit parfois plus techniquement par une question qui est celle du taux d'escompte social: comment on va valoriser les gains et les pertes futures par rapport aux gains ou pertes aujourd'hui. Cette question de l'équité est délicate parce qu'en fait, il y a quand même des chances que les générations futures soient un peu mieux loties que les générations actuelles, au moins en termes de développement économique, ce qui veut dire que les politiques climatiques peuvent en partie apparaître comme des sacrifices faits par les générations les plus pauvres aujourd'hui au bénéfice de générations plus riches qui sont les générations de demain. Mais il faut quand même noter que dans le cadre de la politique climatique, cette question de l'équité entre générations interagit aussi de façon complexe avec celle de l'équité au sein des générations, ce qui concerne la distribution des coûts et des bénéfices. Outre ces concepts qui sont utilisés par les économistes en général, il y a d'autres notions de justice dans la philosophie qui peuvent être mobilisées, notamment les questions de justice liées à la notion de tort. Est-ce qu'il est permis de choisir des actions qui sont négatives ou qui nuisent aux générations futures? Il y a aussi des notions d'équité qui sont liées à la question des droits. Par exemple, le droit égal à vivre dans un environnement sain, qui est souvent mis en avant dans la discussion publique. Comment savoir quel type de politique climatique mettre en place? Quels sont les outils des économistes pour mesurer les effets de ces politiques? Comme je l'ai mentionné déjà, la méthodologie économique la plus classique cherche à mettre en balance les coûts des politiques et les avantages qu'on en retire. Ça s'appelle d'ailleurs l'analyse coût-avantage.
Et ça peut se faire dans un cadre dynamique, intertemporel, entre générations. Donc, grosso modo, pour une politique particulière, ce qu'on va chercher à faire, c'est mesurer ses effets, bénéfiques ou négatifs aujourd'hui, et à toutes les périodes futures. Et ensuite, on va chercher à agréger, à faire une sorte d'équilibre entre ces gains et ces pertes. Et donc l'outil central ici, c'est ce qu'on appelle le taux d'escompte social. C'est ce qui permet de convertir un coût ou un bénéfice futur en termes de valeur monétaire actuelle. Le plus souvent, ces méthodes peuvent mettre en œuvre ce qu'on appelle aussi la monétisation de certains effets, ce qui veut dire que souvent on est amené aussi à trouver des équivalents monétaires d'effets qui ne sont pas directement économiques, par exemple des effets sur la santé. On va chercher à donner un équivalent monétaire au nombre d'années de vie perdues, par exemple du fait de la hausse de la mortalité. Mais en fait, plus généralement, on peut effectivement utiliser l'analyse coût-avantage avec des mesures de bien-être, donc qui seraient beaucoup plus générales et plus inclusives, et regarder encore une fois les pertes et les gains en termes de bien-être. Une autre méthodologie qui est parfois mise en œuvre par les économistes, notamment dans le cas des politiques climatiques, c'est ce qu'on appelle les approches coût-efficacité. Donc c'est un peu semblable. La seule différence, c'est qu'on se donne un objectif, par exemple, avoir une politique qui est compatible avec un réchauffement de 2 degrés. Et après, on cherche à regarder quelle est la meilleure façon d'atteindre cet objectif, et encore une fois, en balançant gains et pertes aux différentes périodes. En pratique, pourriez-vous nous citer des exemples concrets d'actions publiques en matière de changement climatique intégrant cette notion d'équité intergénérationnelle? D'une façon générale, je pense qu'on peut dire que toutes les actions publiques en matière de politique climatique sont motivées par la notion d'équité intergénérationnelle. C'est un des principes fondamentaux qui guident les négociations internationales qui sont faites dans le cadre de ce qu'on appelle les COP, par exemple celle qui a conduit aux accords de Paris. Pour avoir des exemples un peu plus concrets, en fait, la notion d'équité intergénérationnelle, elle va venir pour déterminer quel est le niveau des efforts qu'on fait et le rythme auquel ils vont augmenter pour tout un ensemble de politiques. Une des politiques les plus emblématiques, c'est bien sûr celle de la mise en place d'une taxe carbone. Donc le niveau de la taxe carbone est vraiment déterminé en grande partie par le point de vue qu'on va prendre sur cette question d'équité intergénérationnelle. C'est ce qu'a montré par exemple tout un débat entre Stern et Nordhaus sur quel était le bon niveau de la taxe carbone et le rythme, avec un point d'achoppement entre eux, un point de désaccord qui était justement autour de cette question de l'équité entre les générations. Ces analyses coût-avantage sont d'ailleurs obligatoires aux États-Unis, ce qui conduit à utiliser une autre notion qui est celle de coût social du carbone pour juger tout un tas de politiques. Donc le coût social du carbone va estimer quels sont les effets d'émettre une tonne de carbone en plus dans l'atmosphère, et une politique sera souhaitable uniquement si les gains de la politique actuellement sont en deçà du coût social du carbone. Et ça peut être utilisé dans un cadre réglementaire sur, par exemple, les émissions des véhicules ou sur l'isolation des bâtiments. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parischoolofeconomics.eu. À bientôt!